Et si quelqu'un nous voit? Personne ne nous verra. Ma mère est au marché. Laisse-moi tranquille, tu sens l'oignon et tu es grosse. Après l'accouchement difficile d'Elisabeth et la naissance de la petite Amelia, les épreuves étaient loin d'être terminées. La jeune mère croyait que le pire était derrière elle. Pourtant, chaque jour lui apportait une nouvelle souffrance. Pour payer la césarienne qui lui avait sauvé la vie, sa propre mère avait dû faire un sacrifice immense. Un matin, alors que son mari lui demandait pourquoi elle transportait un grand sac, elle lui mentit discrètement. Elle prétendit apporter quelques vêtements chez le tailleur. Mais la vérité était tout autre. Elle se rendit au marché pour vendre ses précieux pagnes, des tissus qu'elle conservait depuis plus de 10 ans. Ces pagnes représentaient des souvenirs, des années d'économie et parfois même des cadeaux reçus lors d'occasions importantes. Pourtant, sans hésiter, elle les vendit afin de réunir l'argent nécessaire pour sauver sa fille. Quelques jours plus tard, elle rendit visite à Elisabeth et à son bébé. Lorsqu'elle prit Amelia dans ses bras pour la première fois, son cœur se remplit d'émotion. La petite fille ressemblait énormément à sa mère lorsqu'elle était enfant. Elle avait les mêmes yeux, le même sourire et la même douceur dans le regard. En voyant cela, Elisabeth éclata en sanglots. Elle se sentait coupable. Coupable d'avoir déçu sa mère. Coupable de l'avoir forcée à vendre ses biens. Coupable de ne pas être devenue la femme brillante que tout le monde espérait. Mais sa mère refusa de la laisser s'enfoncer dans le désespoir. Elle lui rappela qu'avoir un enfant ne signifiait pas que ses rêves étaient morts. Elle lui dit qu'elle croyait toujours en elle. Et surtout, elle lui rappela qu'une mère ne cesse jamais d'aimer son enfant. Même si elle devait traverser les 7 mers, elle viendrait toujours à son secours. Ces paroles redonnèrent un peu de force à Elisabeth. Mais dès le départ de sa mère, la réalité reprit ses droits. Sa belle-mère continua de la traiter avec dureté. Un soir, elle lui demanda si elle avait pilé l'igname pour le dîner. Elisabeth expliqua que sa blessure de césarienne n'était pas encore guérie et que les médecins lui avaient interdit tout effort physique. Mais la vieille femme ne voulut rien entendre. Elle décida alors qu'il n'y aurait rien à manger pour Elisabeth. Pendant qu'elle buvait tranquillement son thé, elle ordonna à la jeune mère de se contenter d'un peu de gari, comme d'habitude. Pourtant, Elisabeth allaitait encore son bébé et n'avait pratiquement rien mangé de toute la journée. Mais personne ne semblait s'en soucier. Les humiliations continuaient. Lorsque Emmanuel envoya de l'argent pour acheter des vêtements à Amelia, sa mère décida de faire les achats elle-même. Au lieu d'acheter des habits adaptés à un nouveau-né, elle rapporta des vêtements destinés à des enfants de 2 à 4 ans. Lorsque Elisabeth lui fit remarquer que les vêtements étaient beaucoup trop grands, la vieille femme répondit froidement qu'elle l'avait fait exprès. Ainsi, l'argent de son fils ne serait pas gaspillé. Les mois passèrent, puis les années. Pendant que les anciennes camarades d'Elisabeth terminaient leurs études, obtenaient leur diplôme et partaient vivre en ville, elle continuait de travailler dans les champs avec sa fille attachée dans son dos. Les habitants du village ne manquaient jamais une occasion de la juger. Ils murmuraient derrière son dos. Ils disaient qu'elle avait détruit sa propre vie, qu'elle avait gâché son avenir de ses propres mains. Mais personne ne voyait les larmes qu'elle cachait chaque nuit. Personne ne voyait les sacrifices qu'elle faisait pour sa fille. Un jour, après une longue journée de travail à la ferme, Elisabeth et Amelia rentrèrent épuisées à la maison. Il restait un peu de riz dans une marmite. Amelia avait faim, Elisabeth aussi. Mais sa belle-mère leur interdit d'y toucher. Elle expliqua qu'Emmanuel n'avait pas envoyé d'argent ce mois-là. Par conséquent, il n'y avait pas de nourriture pour elle. Désespérée, Elisabeth demanda simplement à utiliser le téléphone pour appeler Emmanuel. Une fois encore, la réponse fut non. Cette nuit-là, en entendant sa fille pleurer de faim, Elisabeth sentit son cœur se briser. Elle ne supportait plus de voir Amelia souffrir. Alors, en larmes, elle décida d'appeler sa propre mère. À peine entendit-elle la voix de sa fille que cette dernière comprit que quelque chose n'allait pas. Elisabeth lui avoua qu'elles avaient faim. La réaction fut immédiate. Sa mère lui demanda d'essuyer ses larmes. Tant qu'elle serait en vie, jamais sa fille, ni sa petite-fille, ne mourraient de faim. Quelques heures plus tard, elle arriva avec plusieurs sacs remplis d'ignames, de riz, de haricots et de nombreuses provisions. De quoi nourrir Elisabeth et Amelia pendant plusieurs semaines. Une fois encore, elle sauvait sa fille. Avant de repartir, elle serra tendrement Amelia dans ses bras. Elle lui promit de revenir bientôt. Puis, elle repartit discrètement avant que son mari ne découvre la vérité. Les années continuèrent à passer. Malgré les critiques, malgré les humiliations et malgré la pauvreté, Elisabeth n'abandonna jamais. Chaque fois qu'elle était sur le point de s'effondrer, les paroles de sa mère résonnaient dans son cœur. « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Pendant ce temps, loin du village, Emmanuel construisait sa carrière en ville. Grâce à ses études, il obtint un emploi dans une grande entreprise.
Puis un jour, après des mois de travail acharné, il reçut enfin la promotion dont il rêvait. Ses collègues le félicitèrent chaleureusement. Tout semblait enfin lui réussir. Mais au milieu des célébrations, l'un d'eux lui posa une question toute simple. Une question qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Après des années de souffrance au village, Elisabeth continuait de se battre pour offrir une vie meilleure à sa fille Amelia. Grâce à l'aide discrète de sa mère, elle parvenait à survivre malgré les humiliations quotidiennes et les difficultés financières. Un jour, alors qu'elle achetait quelques provisions au marché, une rencontre inattendue allait changer le cours de sa vie. Alors qu'elle demandait du riz, une tomate et un oignon à Mama Grace, la commerçante lui annonça une nouvelle surprenante. Elle avait récemment séjourné en ville chez sa fille, qui venait d'accoucher, et là-bas, elle avait aperçu Emmanuel. Selon elle, il vivait dans un bel appartement et semblait mener une vie très confortable. Il possédait même une voiture. Au début, Elisabeth refusa d'y croire. Pendant toutes ces années, Emmanuel lui avait laissé entendre qu'il travaillait encore dur pour construire leur avenir. Mais Mama Grace insista. Elle affirma avoir vu l'homme de ses propres yeux. Puis, elle lui donna même son adresse. En tenant ce morceau de papier entre ses mains, Elisabeth sentit renaître un espoir qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Le soir même, elle annonça sa décision à sa mère. Elle partirait pour Abuja avec Amelia afin de retrouver Emmanuel. Sa mère fut surprise, mais comprit immédiatement les raisons de ce voyage. Elisabeth avait déjà économisé assez d'argent grâce à son petit commerce de fruits pour acheter leur billet de bus. Malgré ses propres difficultés, sa mère lui remit encore quelques économies supplémentaires pour le voyage. Elle voulait s'assurer que sa fille et sa petite-fille ne manqueraient de rien durant le trajet. Avant leur départ, elle les bénit et leur demanda de l'appeler dès leur arrivée. 2 jours plus tard, Elisabeth et Amelia montèrent dans un bus en direction d'Abuja. Pour la petite fille, c'était la première fois qu'elle quittait le village. Pendant tout le voyage, elle ne cessait de poser des questions. Lorsque sa mère lui expliqua qu'elles allaient voir son père, les yeux d'Amelia s'illuminèrent de bonheur. Après de longues heures de route, elles arrivèrent enfin dans la capitale. Tout semblait immense. Les immeubles, les voitures, les rues animées. Elisabeth tenait fermement la main de sa fille tandis qu'elle cherchait l'adresse indiquée sur le papier. Finalement, elles trouvèrent l'immeuble, numéro 40. Mais personne ne semblait être à la maison. Elles décidèrent donc d'attendre. Quelques minutes plus tard, une voiture s'arrêta devant l'entrée. Emmanuel en descendit. Lorsqu'il aperçut Elisabeth et Amelia, il resta figé de surprise. Au lieu de les accueillir chaleureusement, sa première question fut « Elisabeth, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui t'a donné mon adresse ?» Ces mots blessèrent profondément la jeune femme. Après toutes ces années de séparation, elle espérait autre chose. Malgré tout, Emmanuel les invita à entrer. Amelia, qui n'avait presque aucun souvenir de son père, l'observait avec curiosité. Quand elle l'appela timidement papa, Emmanuel esquissa enfin un sourire. Puis il demanda son âge. Lorsqu'il apprit qu'elle avait déjà 4 ans, il sembla réaliser tout le temps qu'il avait perdu. En entrant dans l'appartement, Elisabeth découvrit une réalité qui la bouleversa. L'endroit était spacieux et confortable. Les meubles étaient modernes. Une voiture était garée devant l'immeuble. Pendant qu'elle vendait des fruits au village pour nourrir leur fille, Emmanuel vivait déjà une vie bien différente. Lorsqu'elle lui fit remarquer cette réalité, il tenta de se justifier. Il expliqua qu'il attendait simplement le bon moment pour les faire venir. Mais Elisabeth avait du mal à comprendre ce que cela signifiait réellement. Le lendemain matin, les choses commencèrent à changer. Après avoir préparé le petit déjeuner, Elisabeth était essoufflée et couverte de sueur. Emmanuel la regarda de haut en bas avant de lui dire qu'elle avait pris beaucoup de poids. Il lui conseilla même de travailler davantage sur son apparence. Ces remarques blessèrent profondément la jeune femme. Son corps avait changé après une grossesse difficile et plusieurs années de travail physique. Pourtant, Emmanuel semblait incapable de comprendre ce qu'elle avait traversé. Les jours suivants, les critiques se multiplièrent. Un soir, Amelia avait laissé ses jouets dans le salon. Emmanuel rentra du travail et se plaignit immédiatement du désordre. Elisabeth tenta d'expliquer qu'elle rangerait tout après le dîner. Mais cela ne suffit pas à calmer son mécontentement. Plus tard dans la soirée, elle prépara avec amour un repas qu'il adorait autrefois au village, une soupe d'égoussi accompagnée d'igname pilé. Lorsqu'elle lui servit le plat, Emmanuel fronça les sourcils. Il regarda l'assiette avec dégoût, puis il déclara que ce genre de nourriture n'était plus adapté à leur nouvelle vie en ville. Selon lui, les habitudes du village devaient rester au village. Elisabeth resta sans voix. Pendant des années, ce plat avait pourtant été son préféré. Cette nuit-là, alors qu'Amelia dormait déjà, Elisabeth tenta de se rapprocher de son mari. Elle espérait retrouver un peu de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Mais Emmanuel la repoussa froidement.
Il lui reprocha de sentir la transpiration et les oignons après avoir passé la journée à cuisiner. Puis il lui demanda de le laisser tranquille. Selon lui, elle ne pouvait pas comprendre sa fatigue puisqu'elle passait ses journées à la maison. Ces paroles furent comme un coup de poignard dans le cœur d'Élisabeth. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme pour lequel elle avait sacrifié sa jeunesse, l'homme dont elle avait élevé seul l'enfant pendant 4 longues années, semblait désormais être devenu un parfait étranger. Et au fond d'elle, une question commençait à grandir. Emmanuel avait-il réellement changé à cause de sa nouvelle vie? Ou cachait-il un secret beaucoup plus sombre? Laisse-moi tranquille, tu sens l'oignon et tu es grosse. Après son arrivée à Abuja, Élisabeth espérait enfin commencer une nouvelle vie auprès d'Emmanuel. Mais très vite, elle comprit que quelque chose avait changé. Un matin, déterminée à répondre aux critiques de son mari concernant son poids, elle décida de faire quelques exercices physiques dans l'appartement. Après seulement quelques minutes, elle était déjà épuisée. Essoufflée, elle abandonna et se laissa tomber sur une chaise. Emmanuel l'observa à peine avant de reprendre ses occupations. Pour lui, ce n'était qu'un détail. Pour Élisabeth, c'était une nouvelle humiliation. Quelques jours plus tard, elle trouva le courage d'aborder un sujet qui lui tenait à cœur depuis des années. Elle demanda à Emmanuel s'il accepterait qu'elle retourne enfin à l'école. Depuis qu'elle avait abandonné ses études à 16 ans après sa grossesse, ce rêve ne l'avait jamais quittée. Mais la réponse d'Emmanuel fut immédiate. Selon lui, elle était désormais une épouse et une mère. Son rôle était de s'occuper de la maison et d'élever Amelia. Les études n'avaient plus leur place dans sa vie. Élisabeth lui rappela alors la promesse qu'il lui avait faite autrefois. La promesse qu'une fois sa situation stable, il l'aiderait à reprendre sa scolarité. Mais Emmanuel balaya cette promesse d'un revers de main. Selon lui, les choses avaient changé. Au lieu de penser à l'université, elle devrait chercher un petit emploi sans qualification, comme dans une école maternelle ou comme femme de ménage. Ces paroles furent un coup dur pour Élisabeth. Toutes les années sacrifiées semblaient en soudain ne plus avoir aucune valeur. Ce soir-là, elle pleura silencieusement dans sa chambre. Mais lorsqu'Amelia la surprit en larmes, elle essuya rapidement ses yeux. Sa fille lui rappela alors une phrase qu'elle lui répétait souvent. Les super-héroïnes ne pleurent pas. Élisabeth força un sourire. Elle prit sa fille dans ses bras et lui répondit qu'elle avait raison. Mais au fond d'elle, son cœur se brisait peu à peu. Quelques semaines plus tard, Emmanuel rentra à la maison accompagné d'une jeune femme élégante nommée Kendra. Il la présenta comme une simple collègue de travail. Selon lui, ils travaillaient ensemble sur un projet important qui nécessitait qu'elle passe la nuit à l'appartement. Élisabeth accepta poliment. Mais lorsque Kendra et Emmanuel se dirigèrent vers la chambre, quelque chose se brisa définitivement en elle. Pourquoi 2 collègues de travail auraient-ils besoin de s'enfermer ensemble dans une chambre? Cette nuit-là, elle entendit des rires derrière la porte. Puis elle comprit. Tous les soupçons qu'elle tentait d'ignorer depuis son arrivée étaient vrais. Assise seule dans le salon, elle réalisa soudain une vérité douloureuse. Ce n'était pas Emmanuel qui l'avait trompée. C'était elle qui avait cru, pendant toutes ces années, qu'il l'aimait encore. Lorsque Kendra partit, Élisabeth décida enfin de confronter son mari. Elle lui demanda franchement s'il pensait qu'elle était stupide. Emmanuel répondit avec froideur que chacun était libre de croire ce qu'il voulait. Pour la première fois depuis longtemps, Élisabeth explosa. Elle lui rappela tout ce qu'elle avait sacrifié, ses études, ses rêves, sa jeunesse. Pendant qu'il construisait sa vie en ville, elle survivait au village en vendant des fruits pour nourrir leur fille. Mais Emmanuel resta impassible. Puis il prononça des paroles qui détruisirent les dernières illusions d'Élisabeth. Il lui avoua que leur relation avait été une erreur de jeunesse. Selon lui, ils étaient trop jeunes pour comprendre ce qu'était réellement l'amour. Il avait été attiré par elle, rien de plus. Le monde d'Élisabeth s'effondra. Pendant toutes ces années, elle avait cru que leur histoire était née de l'amour. Pour Emmanuel, ce n'était qu'une erreur. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il l'avait épousée, il répondit simplement qu'il voulait éviter qu'elle soit rejetée par toute la communauté. Puis il ajouta une nouvelle révélation encore plus douloureuse. Il voulait désormais un mariage ouvert. Il souhaitait rester légalement marié tout en vivant librement sa vie avec d'autres femmes. Cette fois, Élisabeth ne resta pas silencieuse. Pendant 5 longues années, elle avait tout supporté. La honte, les insultes, la pauvreté, la solitude. Mais elle refusa de supporter davantage. Elle lui rappela qu'elle avait abandonné son avenir pour élever leur enfant, qu'elle avait gardé le silence lorsque ses camarades poursuivaient leurs études, qu'elle avait gardé le silence lorsque son père avait honte d'elle, qu'elle avait gardé le silence lorsqu'il l'avait laissée seule au village. Et maintenant, il osait lui parler de liberté. Emmanuel lui répondit calmement qu'il n'avait que 24 ans et toute sa vie devant lui.
Il ne voulait plus être attaché à ce mariage. Il souhaitait simplement élever Amelia avec elle sans véritable relation. Ces mots furent comme un coup de couteau. Élisabeth lui rappela alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle aussi avait toute sa vie devant elle. Mais contrairement à lui, elle avait sacrifié cette vie à 16 ans lorsqu'elle était tombée enceinte. Le lendemain, incapable de supporter seule cette douleur, elle appela sa mère. En pleurs, elle lui raconta tout. Le mariage ouvert, les mensonges, les trahisons, les années perdues. Mais sa mère refusa de la voir sombrer. Elle lui rappela qu'elle avait déjà survécu à des épreuves qui auraient détruit beaucoup d'autres femmes. Elle lui expliqua que la maternité n'avait pas tué ses rêves. Elle les avait seulement retardés. Et un retard n'était pas un échec. Ces paroles rallumèrent une flamme dans le cœur d'Élisabeth. Pour la première fois depuis longtemps, elle recommença à croire en elle. Quelques jours plus tard, elle se rendit dans une école maternelle où un poste était vacant. Elle espérait obtenir un emploi. Malheureusement, lorsqu'on lui demanda ses diplômes et ses certificats, elle dut reconnaître qu'elle n'en possédait aucun. Toutes ces années loin de l'école la poursuivaient encore. La directrice accepta malgré tout de lui proposer un emploi, mais pour un salaire dérisoire de 30 000 nairas par mois. Élisabeth accepta la réalité avec dignité. Elle savait désormais que son combat ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Amelia commençait elle aussi à remarquer les tensions entre ses parents. Un jour, elle demanda innocemment à sa mère pourquoi son père semblait toujours la rendre triste. Élisabeth sourit doucement. Elle ne voulait pas que sa fille porte le poids de ses souffrances. Elle lui répondit simplement que parfois les adultes traversaient des moments difficiles, mais qu'Amelia restait la plus grande source de bonheur de sa vie. Cette nuit-là, Élisabeth prit une décision. Elle ne pouvait peut-être pas contrôler les choix d'Emmanuel, mais elle pouvait encore protéger sa fille. Elle alla voir son mari. D'une voix calme mais ferme, elle lui demanda une seule chose. S'il ne la respectait plus, qu'il respecte au moins Amelia. Elle lui demanda de ne plus ramener d'autres femmes dans leur maison, car cette maison était aussi celle de leur fille, une petite fille innocente qui voyait tout, même lorsqu'elle ne comprenait pas encore tout.